Bonjour Cyril, Bonjour Lilian, comment ça va? très bien. Bah écoute, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Cryptost. C'est pas la première fois qu'on te reçoit sur cette chaîne YouTube, tu étais déjà venu il y a 1 an et demi, mais pas sous la forme d'un podcast. Donc là, Tout à fait. c'est la première fois que je te reçois en podcast. Donc c'est un plaisir de t'avoir, on va pouvoir parler d'un sujet brûlant, le sujet des ETF, ETF Complètement. Bitcoin Spot aux États-Unis. Alors pour information, pour ceux qui nous écoutent, on est le 8 janvier quand on tourne ce podcast. Donc on n'a pas encore l'information de l'approbation ou non des ETF ou le report de la part de la SEC, peu importe. De toute manière, ça ne changera pas grand-chose à ce qu'on va se raconter, hein, mais normalement, ceux qui nous écoutent là à l'heure actuelle, eux, ont déjà la réponse à cette question-là. Mais voilà, l'élément que je voulais préciser avant, c'est que ça ne changera rien, puisqu'on va parler vraiment à se projeter plutôt sur le long terme. Et donc, comme je te le disais, ouais, tu es déjà passé sur la chaîne YouTube de Cryptos pour parler des sujets des ETF. Tout à C'était fait. au tout début de toute cette narrative sur le ETF Bitcoin Spot. Tu es un peu notre référent sur le sujet maintenant. On va rentrer tranquillement dans le vif du sujet, mais avant ça, je voudrais que tu te présentes un petit peu, tu nous expliques ce que tu fais chez Mélanion notamment et pourquoi le sujet des ETF te passionne autant. Alors, merci à nouveau de me recevoir. Je suis Cyril Sabac, je suis Managing Director chez Mélanion Capital et je suis à l'origine de la création du premier ETF qu'on appelle UCITS, donc qui est le plus haut standard de la réglementation en Europe sur la thématique Bitcoin. Je suis également président et fondateur d'une autre structure, Mélanion Digital, qui est une structure non régulée et qui a pour but d'investir autour du Bitcoin. Voilà, mais on est là pour parler de l'ETF et donc pour rebondir sur ta question, oui, je suis bien placé parce qu'on a été précurseur sur le lancement de cet ETF. On a été confronté aux régulateurs, donc je sais ce que ça veut dire d'attendre des retours, d'avoir des oui, non, des oui, mais. Toute ce timing et tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui aux États-Unis à une échelle européenne, on l'a connu pour le lancement de notre ETF. Parce que donc vous avez un ETF aujourd'hui qu'il est possible d'avoir dans son PEA, dans un compte titre, un ETF qui permet de s'exposer à la croissance de Bitcoin, mais pas vraiment comme celui dont on va parler tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas en copiant d'une certaine manière le cours du Bitcoin, c'est autrement, c'est ça? Complètement. Le but, avec la création de cet ETF, en fait, on cherchait un moyen de pouvoir exposer tout investisseur dans le plus large spectre d'enveloppes possible au Bitcoin. Il est important de noter un point, c'est qu'un ETF spot Bitcoin aux États-Unis, comme il existe aux États-Unis et qui serait investissable dans tous les comptes titres, puisqu'aux États-Unis, cet ETF spot Bitcoin pourra être investi dans tous les comptes titres des clients privés, enfin retail. En Europe, c'est pas possible. En Europe, c'est pas possible. La réglementation est beaucoup plus conservatrice et la réglementation autour des ETF s'appelle la réglementation OPCVM ou UCITS. Et donc, cet ETF, pour pouvoir être exposé au Bitcoin ou à la thématique Bitcoin, doit être UCITS. Et qui dit UCITS dit diversifier, entre autres, et investir sur des actifs régulés. Si on investit uniquement sur le Bitcoin, on n'est pas diversifié. Et aujourd'hui, le Bitcoin n'est pas régulé. Donc, on a cherché un moyen détourné de pouvoir s'exposer au Bitcoin, mais sans investir sur le Bitcoin directement. Ça, c'est une particularité aussi des États-Unis. Un ETF, par définition, c'est un instrument financier qui permet de s'exposer à un panier d'actifs. Donc, quand on pense panier d'actifs, on pense à plusieurs actifs. Mais aux États-Unis, il y a cette particularité de pouvoir proposer un ETF qui soit sur un seul actif. Complètement. Ce qui est impossible chez nous en Europe. Absolument, c'est exactement ça. L'ETF Spot Bitcoin pourra être investi dans le portefeuille d'un client retail aux États-Unis sans aucune restriction. C'est aussi la raison pour laquelle la SEC met autant de temps, parce qu'elle a besoin de garanties. En Europe, les garanties sont intrinsèques à la réglementation avec cette réglementation UCITS. Et donc, vous, votre ETF, je vais terminer dessus, mais je trouve ça très intéressant, c'est un ETF qui permet de s'exposer à plusieurs entreprises qui évoluent dans l'écosystème Bitcoin, notamment des mineurs. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on a cherché à faire, c'est de se dire, est-ce qu'on peut trouver des actifs régulés qui permettraient de s'approcher du cours du Bitcoin, en tout cas de le suivre, mais encore une fois en restant sur des actifs régulés. Et on s'est dit que les actions qui sont cotées sur les marchés internationaux
Et bien, les actions sont un bon outil pour essayer de s'approcher de cette thématique, d'autant plus qu'il y a aujourd'hui de plus en plus d'actions, de sociétés qui évoluent dans l'écosystème crypto. Donc il y a des sociétés, on va dire, technologie blockchain, des sociétés financières qui touchent à la crypto, comme un Coinbase, des sociétés qui ont des cryptos dans leur bilan, comme MicroStrategy, et également des mineurs. Cet écosystème de sociétés sont pour la plupart listés, il en existe maintenant un très grand nombre listés sur le Nasdaq, en tout cas sur les grandes bourses, et du coup ces actions, elles sont des actifs régulés. Donc on a, on va dire, fait une étude précise de cet écosystème, et on a essayé de trouver un moyen de mettre ensemble ces actions pour essayer d'avoir une corrélation la plus importante possible avec le Bitcoin. Et c'est la méthodologie qu'on a mis en place. En fait, on sélectionne les 30 actions qui ont ce qu'on appelle le bêta, qui est un mélange de corrélation et de volatilité, le plus élevé par rapport au Bitcoin. D'une certaine façon, graphiquement, ça revient à dire qu'ils ont un comportement similaire, mathématiquement, statistiquement, graphiquement, par rapport au Bitcoin. Et en sélectionnant ces 30 actions et en les pondérant en fonction de cette sensibilité, on arrive à avoir une corrélation et ce qu'on appelle donc un bêta, une sensibilité extrêmement forte par rapport au Bitcoin. Le meilleur exemple, c'est la performance cette année de notre ETF. Notre ETF fait plus 185% en 2023. Alors bon, je me permets de dire, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, c'est toujours un point important, surtout pour un ETF comme celui-ci qui est régulé, là où le Bitcoin a fait 150%. Donc en 2022, on était un peu en dessous, là on est au-dessus. Donc, on va dire le job est plus ou moins fait, et surtout, on est très loin des performances des actions, des indices actions traditionnels, parce qu'on pourrait nous dire, oui, votre ETF est un Nasdaq déguisé, puisque c'est des valeurs tech, on est très très loin de ces performances. Donc, ça veut dire que la méthodologie qu'on a mis en place, finalement, répond aux besoins qu'on voulait. Donc pour l'instant, c'est une des meilleures méthodes pour s'exposer par le biais d'un ETF à la performance du Bitcoin à l'heure actuelle. En Europe. En Europe, tout à fait. Bien sûr. Souvent, les gens nous disent, finalement, vous êtes l'équivalent, parce que finalement, un ETF spot Bitcoin ne pourrait pas exister, mais vous êtes l'équivalent grand public de l'ETF spot Bitcoin. Oui. Alors, il existe bien sûr des ETP, mais ils ne sont pas éligibles dans toutes les enveloppes, comme le nôtre. Et justement, donc on parle de cet ETF Bitcoin Spot, c'est le sujet de ce podcast aujourd'hui. Donc, pour placer un petit peu le contexte, je me permets de le faire. Les ETF Bitcoin Spot, c'est un sujet qui existe depuis très longtemps dans l'écosystème. La première demande, elle date de 2013. Les frères Winklevoss, donc fondateurs de l'exchange Gemini. Depuis, il y a eu beaucoup de demandes qui ont été formulées auprès de la SEC, donc le gendarme boursier américain. Notamment autour de 2017-2018, ça a été une narrative qui était assez forte, mais systématiquement, ces demandes ont été retoquées pour une raison principale, un argument principal qui est celui que le Bitcoin pouvait être trop manipulable, notamment avec certaines plateformes d'échange centralisées qui avaient un monopole trop important dessus. Et puis 2023 est arrivé, et surtout en 2023, il y a eu deux éléments importants. Il y a eu BlackRock, l'arrivée de BlackRock, donc plus grand gestionnaire d'actifs au monde, qui s'est lancé dans cette course aux ETF, qui a un bilan qui est quand même assez honorable, 576 demandes, 575 acceptées, une seule refusée. Donc il y a eu ça, c'était le premier élément. Et le deuxième, ça a été celui dont on a traité ensemble justement dans la dernière vidéo, c'était le procès de Grayscale contre la SEC. Donc Grayscale qui est un autre gestionnaire d'actifs qui avait déjà un fonds, un produit d'investissement sur Bitcoin qui s'appelle Grayscale Bitcoin Trust, qu'ils avaient voulu convertir en un ETF Bitcoin Spot, refusé également par la SEC. Et le tribunal a jugé que l'argument de la SEC n'était pas valable. Donc ça, c'était quand même aussi un gros élément de se dire que cet argument qui tenait depuis des années, finalement, a été jugé comme non valable, non recevable. Donc tout ça réuni, ça a donné un peu ce sentiment que la question n'était plus de savoir si l'ETF allait être accepté ou non, c'est plutôt quand est-ce qu'il allait être accepté. Donc voilà, on en est un petit peu dans ce contexte, mais ça a fait beaucoup de bruit, ça a été, je pense, un des catalyseurs de la hausse de Bitcoin cette année, je pense. Est-ce que tu peux nous expliquer, alors bon, déjà rapidement, qu'est-ce qu'un ETF? Et ensuite, on parlera un peu de pourquoi est-ce qu'on a considéré que ça allait être vraiment un game changer pour le marché. Oui, et on va le mettre en perspective par rapport aux autres produits qui existaient aux États-Unis pour s'exposer au Bitcoin. Un ETF, finalement, quand on le traduit, c'est Exchange Traded Fund. Donc, c'est un fonds, mais qui est échangeable en bourse.
d'une certaine façon, et en traduisant stricto sensu. Finalement, c'est une façon pour les particuliers de s'exposer à une thématique, à un actif, via la bourse, avec un gestionnaire d'actifs, en général derrière. Et donc, on parle de BlackRock, pourquoi ? Parce que c'est le plus gros, parce qu'il pèse 10 000 milliards de dollars, et que, comme tu l'as très bien dit, lorsque BlackRock va sur un marché, en général, il n'y va pas pour rien, et les statistiques parlent pour lui. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si BlackRock a fait la démarche, c'est qu'ils ont de très grandes chances d'avoir un oui. Pourquoi c'est si important ? Parce que certaines personnes qui suivent le Bitcoin peuvent se dire mais il existe déjà un ETF pour s'exposer au Bitcoin aux États-Unis, c'est le BITO, qui avait fait grand bruit, qui a été lancé en octobre 2021. Mais cet ETF est un peu différent. Il est construit sur des futurs. Alors, la différence entre spot et futur, spot, on investit en direct. Futur, c'est de façon indirecte, via des produits dérivés avec certaines maturités. Mais aujourd'hui, un particulier américain a la possibilité d'acheter le BITO. Mais il faut savoir que, intuitivement, le fait de se dire on n'est pas en direct, on y est un peu de façon détournée, alors sachant que la performance du BITO est tout à fait honorable, on est vraiment à quelques pourcents près à la performance proche de la performance du Bitcoin, mais ce n'est pas aussi pur qu'un ETF spot Bitcoin. Alors il y a deux choses déjà à dire. Pourquoi il a été si facile de lancer le BITO et pourquoi c'est si compliqué de lancer l'ETF spot ? Alors il faut savoir une chose, c'est que le BITO repose sur les futurs qui sont listés sur le CME, le Chicago Mercantile Exchange, qui est une bourse régulée. Ce sont donc des produits régulés. La SEC, du coup, n'a eu aucun souci à accepter qu'on puisse lancer, enfin aucun souci, en tout cas moins de soucis, et ça a pris moins de temps, qu'on puisse avoir une exposition qui soit directement via des produits régulés, via des marchés régulés. Pour un spot Bitcoin, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Il n'existe pas aujourd'hui de bourse régulée sur laquelle on peut traiter du Bitcoin. Ouais, mais il y a quand même cette espèce d'incohérence que l'argument de la SEC qui était que le Bitcoin pouvait être trop facilement manipulable. Qu'on passe par Coinbase ou qu'on passe par le Chicago Mercantile Exchange, la performance, enfin la volatilité de Bitcoin ou sa manipulabilité, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, elle reste la même puisque c'est un produit qui recopie les performances de Bitcoin. Donc il y a une certaine quand même incohérence, et je rajouterais aussi que dans les ETF spot, on passe par Coinbase pour la custody, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Coinbase n'est pas régulé aux États-Unis, mais la SEC lui a quand même donné le feu vert pour être introduite en bourse, donc il y a quand même cette incohérence assez spéciale. Complètement d'accord. S'il y a un énorme flux acheteur sur les futurs sur le CME, ça va nécessairement se traduire par une hausse sur le Bitcoin. On est sur une transparisation. C'est un outil qui n'est pas direct, mais au final, lorsqu'on achète un futur, la personne qui vend les futurs doit se couvrir et achète du Bitcoin en face. Donc, cet argument ne tient pas, je suis tout à fait d'accord. Ensuite, sur le fait d'avoir des bourses régulées ou non régulées, c'est toute la difficulté. Le point qui est mis en avant par la SEC, c'est ce qu'on appelle le Surveillance Sharing Agreement, SSA, et ils ont besoin de ça. La SEC a besoin d'avoir une garantie de la bourse sur laquelle sera échangé cet ETF pour pouvoir être assuré. Coinbase, c'est un excellent exemple. Ce n'est pas une bourse régulée, mais on va dire que c'est la plus régulée des moins régulées. Pour quelle raison ? Pour la raison que tu as donnée, Lilian, c'est que Coinbase est listé en bourse. D'ailleurs, petite parenthèse, Coinbase fait partie de l'ETF que nous avons lancé dans le segment des sociétés financières qui touchent aux cryptos. Donc, finalement, Coinbase était on va dire le candidat idéal pour être un des acteurs de cet ETF Spot Bitcoin. Et comme tu l'as très justement dit, on le retrouve parmi la custody, donc le dépositaire de tous ces ETF. Très simple, si cet ETF venait à être accepté, quand un épargnant américain va investir dedans, c'est pas BlackRock par exemple qui détiendra les bitcoins, mais c'est bien Coinbase qui s'en occupera. C'est comme ça que fonctionnent en tout cas toutes ces demandes d'ETF. Tout à fait. Et sur 80 ou 90% de la quinzaine de demandes aujourd'hui, ces 80 ou 90% ont Coinbase comme custody.
comme dépositaire. Donc on parle beaucoup donc, de ces ETF spot, hein, ça a été l'un des gros sujets de l'année 2023 je pense, comme on le disait, catalyseur de la hausse de Bitcoin, parce que on s'attend à ce que ça ait un impact fort. Alors comme tu l'expliquais, la différence entre un futures et un ETF future, je veux dire, et un ETF spot, c'est que chaque dollar qui est dépensé dedans est égal à 1 dollar de Bitcoin acheté, donc l'impact sur le cours sera beaucoup plus fort, mais aussi parce qu'on parle des États-Unis, qu'on parle d'une épargne qui est quand même vraiment importante, d'une manière d'investir qui est différente de l'Europe aussi, hein. Nous on cotise pour notre retraite. Aux États-Unis, c'est très différent. Ils ont besoin d'épargner pour leur retraite. Pourquoi est-ce que vraiment aux États-Unis, cet ETF Bitcoin Spot va vraiment avoir un impact majeur sur le cours du Bitcoin? Il faut savoir qu'aux États-Unis, les clients privés détiennent environ 48 000 milliards de dollars qui sont répartis sur les brokers-dealers, les banques et ce qu'on appelle les RIAs, qui sont les Registered Investment Advisors, ce qu'on peut traduire en français ou en France par les conseillers en gestion de patrimoine. Donc c'est colossal. Un point qui est important aussi, et on peut comprendre pourquoi l'impact d'un ETF spot Bitcoin peut être très important sur le Bitcoin en lui-même, c'est que les personnes de plus de 60 ans détiennent environ 70% de cette somme. Or, on le sait, pouvoir investir sur des plateformes électroniques, toute la partie technologique, c'est pas forcément quelque chose qui est naturel pour, c'est on va dire, décroissant, la capacité de le faire est décroissante avec l'âge. Donc, du coup, ces personnes qui voient quoi ? Qui voient un actif qui a pris 150% l'année dernière, qui est décorrélé de l'or, décorrélé de l'argent, décorrélé des indices actions. Aujourd'hui, de plus en plus de conseillers disent que c'est bien d'avoir un petit pourcentage de ces actifs en Bitcoin comme actifs diversifiants. Se disent avec un ETF, voilà, j'ai la solution toute trouvée pour pouvoir investir sans me prendre la tête avec les différentes plateformes, les risques de contrepartie. Ils ont vu FTX, même si on est maintenant, selon moi, relativement loin de cette période et on a un assainissement du marché. Mais finalement, l'ETF Spot Bitcoin est une solution. Factuellement, on en est loin, mais dans l'historique des gens, FTX, c'est qu'il y a un an, hein, nous, on a eu tendance à l'oublier à passer à autre chose parce qu'on vit dans cet écosystème, mais pour les gens, FTX, c'est encore quelque chose qui date d'hier. Et je suis assez d'accord avec toi sur ce fait-là. Je vais citer Valentin, notre collègue de Cryptos, qui disait ça, je me souviens dans un autre podcast, il disait que investir dans Bitcoin encore aujourd'hui, ça relève peut-être d'un acte politique presque, parce que c'est pas si simple en fait. Même si Bitcoin est déjà à 45 000 $, même si on a l'impression que c'est un prix qui est déjà très important, avec une valorisation qui est énorme, aujourd'hui investir dans Bitcoin, c'est pas tout simple. Il faut passer par une plateforme d'échange, on peut se faire refuser des virements, etc. Et à ça, j'ajouterais aussi qu'on considère que quand BlackRock se lance dans quelque chose, c'est symbole d'institutionnalisation de ce quelque chose, en l'occurrence Bitcoin là. Et donc ce mélange-là va faire que on va faciliter l'investissement dans Bitcoin pour des gens qui, comme tu le disais, ne pouvaient pas vraiment le faire, même si on avait la volonté ou l'intérêt d'une certaine manière, c'était trop compliqué pour eux de le faire. Et vraiment, je pense qu'on ne mesure pas encore à quel point ça peut être un vrai game changer pour toute cette partie de la population aux États-Unis, des plus de 50 ans, qui vont pouvoir accéder à ça et qui pèsent énormément dans le pouvoir d'épargne aux États-Unis. C'est très juste, Lilian, et d'ailleurs, BlackRock l'avait fait pour l'or, a démocratisé aussi via un ETF or qui a cartonné, avait déjà été précurseur sur le sujet. Donc oui, c'est un point qui est extrêmement important. BlackRock a un pouvoir colossal aux États-Unis et ça sécurise d'une certaine façon, énormément d'investisseurs. Il est intéressant de voir que BlackRock n'a pas forcément de gestion privée. On est plutôt en B2B2C, c'est-à-dire que BlackRock va distribuer ses produits auprès des interdealers brokers, des banques et des conseillers en gestion de patrimoine. Oui. Mais ça sécurise tout le monde. Voilà. C'est-à-dire que finalement, je suis épargné aux États-Unis, je ne vais pas aller toquer à la porte de BlackRock, je vais plutôt aller voir mon courtier en assurance ou mon banquier en lui disant
je veux investir là-dedans, et eux vont te mettre en relation avec Voilà, le qui CF. lui a été en contact avec toute l'équipe de distribution de BlackRock, qui a fait sa publicité, qui dit bah voilà comment il faut investir, etc. Et va du coup le répercuter sur son client et va lui conseiller de mettre une petite partie de crypto. La probabilité pour qu'aujourd'hui un client privé lambda tape à la porte de son conseiller en gestion de patrimoine pour lui demander comment je peux mettre du crypto est extrêmement forte. C'est aujourd'hui, et surtout vu la performance de l'an dernier, tout le monde s'y intéresse. On le voit, les revues aujourd'hui qu'on peut voir traditionnelles, ou l'année dernière, c'est dire faut-il mettre des cryptos dans son portefeuille? Aujourd'hui, on voit quel pourcentage en mettre. Vous êtes finalement presque l'une des meilleures personnes entité à qui on peut poser cette question-là aujourd'hui en Europe. Vous l'avez senti, cet impact de la demande de l'ETF Bitcoin Spot ou même des conseillers en gestion de patrimoine en France Oui, on sent un intérêt croissant, vraiment croissant, des demandes croissantes, des demandes d'informations. Et c'est, voilà, on est sur cette tendance. Après, les États-Unis sont en général beaucoup plus forts sur ce sujet. Mais oui, on a une demande qui arrive croissante. Et on verra ce que vont donner les premiers mois, mais il est sûr que il y a un appel d'air qui est fait avec ce lancement. Et comme je l'ai dit, toute la presse financière grand public qui pointe les cryptos comme étant un actif de diversification et intéressant à avoir dans notre portefeuille. Et finalement, ça rejoint et ça boucle ce que je disais tout à l'heure. Nous, ce qu'on cherchait, c'était avoir un produit qui permette à tout à chacun d'investir sur cette thématique. Et là, du coup, ça répond vraiment à cette problématique. Et donc, tu parlais tout à l'heure de l'or. Justement, c'est un bon exemple parce que j'avais une question à te poser. Je vois que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux sont très enthousiastes sur cet ETF. Et comme on l'a dit, il y a des raisons de l'être, ça c'est certain. Mais j'ai un peu l'impression trop enthousiaste à court terme. S'attendent à voir un Bitcoin aller à son ATH en 2024, voire même aller atteindre les 100 000 dollars dès 2024 parce que cet ETF va être le game changer à court terme. Évidemment, moi je suis un peu plus mitigé sur cette question du court terme. Ce qui est certain, c'est que le long terme, on en est convaincu. Le court terme, c'est une autre histoire. Avec l'ETF de l'or, par exemple, on sait que sur les premiers mois, ça n'avait pas été non plus... ça n'avait pas fait une grosse différence. Est-ce que là-dessus, toi, tu as une idée sur... Oui. Ça risque de se passer. Alors, je vais répondre au sujet sur deux points. J'entends beaucoup de gens me dire, oui, on va être un peu comme lorsqu'on attend des résultats, un sell de news, on va dire un sentiment une concrétisation de la hausse qu'on aurait pu voir avant et qui va un peu s'atténuer. Moi, mon sentiment, c'est qu'on n'est pas du tout dans ce type de configuration. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la news va être un démarrage. La news n'est pas une fin. La news va être une ouverture des vannes pour un investissement. Moi, j'ai le sentiment que ça va être positif. Maintenant, est-ce que ça va se traduire le premier mois Je dirais que tous les feux, pour moi, sont au vert. On est sur une année 2023 qui est excellente. Les gens ont envie, surtout ceux qui n'ont pas investi, se disent bon, il faut qu'on prenne le train en marche. Donc il n'est pas du tout impossible qu'on ait quand même de très très gros flux. Voilà, ça c'est le point. Premier point, par rapport pour la réponse de celle de news, on n'est pas du tout sur on attend les résultats, ça tombe, etc. Là, le résultat et on repart au point zéro avec une ouverture des vannes. Et même si là, dans les 3 jours, une semaine qui suivront l'annonce, il y a un pseudo sell the news, c'est-à-dire on va pas dans la direction qui correspond au résultat de l'annonce, c'est-à-dire si c'est positif et qu'on descend, bon, peu importe. Finalement, la question elle est pas vraiment là-dessus. Comme tu le dis, il y aurait un vrai sell the news si sur 6 mois on se retrouverait à retomber à des prix bas. Je vois, en fait, moi, ce qui m'embête un peu dans ces sujets de discussion, c'est beaucoup se disent est-ce qu'on va monter, est-ce qu'on va descendre demain ? Peu importe finalement, peu importe. Dans 6 mois, on sera bien loin de ces considérations-là. Oui,
Oui, tout à fait, Lilian. Et pour répondre sur ton point sur l'or et sur la comparaison avec l'or, effectivement, les premiers mois avaient été un peu mitigés. Alors, il y a Galaxy Research, donc la partie recherche de Galaxy, qui a sorti une étude en fin d'année dernière très intéressante, justement de comparaison des flux avec l'or. Et en se disant aujourd'hui, le marché est un peu plus mature que lors de l'ETF, du lancement de l'ETF or. Les gens connaissent un peu mieux ce produit. Donc, ils ont fait une étude de lissage par rapport au flux. Ils ont regardé aussi quelle était aujourd'hui la masse détenue par une clientèle privée. Ils ont regardé le taux d'adoption et ils considèrent qu'on peut avoir un impact sur le Bitcoin entre 50 et 100% cette année en termes de move. C'est assez intéressant. Il n'est pas du tout impossible qu'on aille voir les plus hauts. Moi, c'est mon sentiment, parce qu'il va y avoir du flux, et quand il y a du flux, ben, voilà, il faut pouvoir y répondre. Est-ce que ça va générer des arbitrages? Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il peut y avoir de l'arbitrage, par exemple du GBTC vers l'ETF, du coup, qui serait un peu neutre en termes d'impact, mais globalement, pour les raisons qu'on a pu donner avant, sur les personnes qui attendent de pouvoir avoir un tel ETF pour pouvoir investir, globalement, moi j'aurais tendance à être plutôt positif, voire très positif. Alors peut-être pas très court terme, mais en tout cas sur les mois à venir. GBTC étant Grayscale Bitcoin Oui, pardon, dont on parlait tout à tout à fait. l'heure, qui justement déjà a connu un gros discount à un moment donné, parce que c'est pas un actif qui est directement corrélé au Bitcoin, parce qu'on peut pas l'échanger facilement. Bon bref, en tout cas oui, il y aura certainement des sujets d'arbitrage, mais moi je suis assez d'accord avec toi sur le côté des flux, d'autant plus que pour l'or, c'est plus facile, plus tangible pour les gens d'acheter de l'or autrement que par le biais d'un ETF. Ce qui explique que dans les premiers mois, ça a peut-être mis la lumière, on va dire, un peu sur le côté investir sur l'or, d'accord, mais il y avait des solutions alternatives, autres que l'ETF, je pense. Alors que pour Bitcoin, c'est ce qu'on a expliqué, c'est compliqué de trouver d'autres solutions alternatives pour ces gens-là. Donc moi, je suis assez d'accord avec toi sur le côté des flux. Donc ouais, l'impact à moyen long terme, si on s'intéresse uniquement au cours, voilà, on est assez d'accord sur ce sujet-là. Maintenant, je voulais qu'on se pose des questions plus sur l'impact que ça pourrait avoir de manière générale, autre que les cours. Et je sais que ça fait partie des préoccupations de certaines personnes. Pour l'instant, on les met un petit peu sous le tapis en se disant bon, c'est très bien, il va se passer plein de choses. On a tendance à essayer d'oublier un petit peu l'autre côté, de se dire que potentiellement BlackRock, par le biais de Coinbase, va commencer à accumuler quand même une bonne partie des bitcoins. C'est un peu une théorie. Je suis pas trop fan d'habitude de dénoncer des théories comme ça sans fondement, mais je la vois quand même grandir un peu de plus en plus, et je voulais te l'exposer. C'est le fait de se dire que BlackRock est quand même une entité assez proche du gouvernement américain. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais principal actionnaire de JP Morgan, 10 milliards de dollars d'actifs sous gestion, c'est obligatoire, connaissant les États-Unis, que BlackRock soit proche du gouvernement américain. Donc si BlackRock s'est lancé dans la course aux ETF, Bitcoin Spot, c'est que les États-Unis lui ont donné le feu vert d'une certaine manière. Partant de ce postulat-là, pourquoi les États-Unis voudraient autoriser un ETF Bitcoin Spot, sachant tous les avantages que ça peut apporter au marché et donc au Bitcoin? Mon idée de réponse, c'est ils ont pas vraiment essayé de l'interdire, mais ils ont réfléchi certainement à l'interdire. Ils se sont rendus compte que ça allait être compliqué. Et si on ne peut pas l'interdire, au moins essayer de le contrôler. Et j'ai un peu le sentiment que les États-Unis commencent à aller dans cette direction-là, de dire on aimerait bien essayer d'avoir le plus possible la main mise sur Bitcoin. Si toutefois, évidemment, les grands États concurrents, on va dire, ça peut être la Russie, ça peut être la Chine, ça peut être même l'Europe, ne se réveillent pas rapidement aussi sur ce sujet-là, ça peut donner beaucoup de pouvoir aux États-Unis, je pense. Est-ce que vous sentez que d'un point de vue de l'Europe, il y a une mobilisation aussi pour faciliter l'investissement dans Bitcoin par ce biais-là, pour essayer de ne pas laisser toute la place aux États-Unis? Pas vraiment. J'ai pas le sentiment qu'en Europe, il y ait une volonté unifiée de le faire. En revanche, moi, je vois plusieurs aspects sur ton point, Lilian, qui est très intéressant. Après, il faut voir où mettre le curseur. Moi, je dirais plusieurs choses. La première, c'est que en Europe, là où il y a en tout cas une volonté d'unification, c'est sur la réglementation, avec la réglementation MiCA. Aux États-Unis, on le sait, les États-Unis sont très en retard sur une uniformisation de la réglementation.
Cette ETF Bitcoin, n'est-ce pas finalement un moyen de se rattraper vis-à-vis de la réglementation en disant, voilà, on fait rentrer Bitcoin dans un cadre financier traditionnel qu'on connaît très bien et on concentre, comme tu l'as justement dit, les flux autour d'un cadre qu'on connaît parfaitement. Peut-être. Et il y a vraisemblablement de ça. Un point qui est important aussi, c'est le poids de Coinbase. C'est pas tant BlackRock qui aura la main. Alors déjà, BlackRock, c'est de la gestion pour compte de tiers. Donc c'est pas eux qui les détiennent, c'est pas eux qui détiennent les bitcoins, ce sont les clients au travers de l'ETF. D'ailleurs, en cas de fork, en cas de décision à prendre, normalement, alors il faudra regarder le détail, il y a fort à parier que les clients soient sollicités voilà, directement. D'accord. Et que ce ne soit pas BlackRock qui ait la main. Normalement, c'est le cas lorsqu'il y a des dividendes, typiquement, ce genre de choses, à moins que la politique, il faudrait que je regarde dans le détail le prospectus, à moins que la politique ait été déjà intégrée en disant, en cas de fork, qu'il y aura nécessairement ça qui sera fait. Ça, c'est à voir. Dans cette question-là, surtout, tu as parlé du fork, donc j'allais le mentionner. On sait que les détenteurs de Bitcoin ont un rôle important dans la gouvernance du protocole, si on peut dire ça comme ça, et de dire que Coinbase, par le biais de BlackRock, peu importe, et autant d'impact, autant de pourcentage des parts de Bitcoin lui donnerait un pouvoir important dans la décision, à moins que, comme tu le dis, il y a un système de dire à tous les actionnaires de Bitcoin, si on peut dire ça comme ça, voilà, il y a ce sujet-là, est-ce que vous voulez prendre part au sujet ? Ça peut faire peur. Effectivement, point à recreuser et à voir s'ils n'ont pas aussi la main pour modifier, mais c'est vrai qu'un point qui est sûr, et on en a parlé tout à l'heure, c'est que Coinbase aujourd'hui va concentrer énormément du dépôt sur ses ETF spot Bitcoin. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est vraisemblablement lié, mais toute fin d'année dernière, le CEO de Coinbase Custody a été remplacé par un ancien de Goldman Sachs, LCH et State Street, donc quelqu'un de costaud sur la finance traditionnelle. Donc pourquoi ? Parce que les yeux vont être rivés aussi sur la partie custody. Donc oui, pour répondre à ton point, est-ce qu'il y a une volonté de mainmise, peut-être de façon détournée, en faisant rentrer dans la finance traditionnelle cet ETF et en faisant rentrer finalement le Bitcoin dans la finance traditionnelle. Donc oui, vraisemblablement. Est-ce qu'en Europe ce serait possible ? C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas la force de frappe qu'on peut avoir aux États-Unis. On va dire le seul cadre, la seule possibilité pour les pays européens de se mettre d'accord, c'est peut-être sur la réglementation, et là on est sur MiCA. Donc peut-être que c'est une réponse finalement financière et pragmatique, et plus proche aussi de notre manière à nous d'investir, parce que finalement qu'on a un ETF ou pas, on sait que c'est pas dans la culture, notre culture en tout cas en France, d'être des grands investisseurs, et peut-être que cette réponse d'avoir un ETF qui serait facilement intégrable dans ton PEA ou ton compte titre en France n'aurait pas l'impact que ça peut avoir aux États-Unis pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Tout à fait. Donc la réglementation, c'est certainement aussi d'une certaine manière une réponse, mais je voudrais faire une petite parenthèse, hein. Tu parlais donc du PDG de Coinbase Custody. C'est un élément supplémentaire qui montre, je trouve, que quand même les États-Unis ont déroulé un sacré tapis rouge à Coinbase sur les derniers mois. Bizarrement, Binance qui prend cette fameuse amende, alors méritée ou non, d'une certaine manière, on va pas débattre dessus aujourd'hui, mais Binance qui se retire des États-Unis, Binance qui est quand même fortement affaibli, c'était l'un des éléments que la SEC mentionnait en disant Binance a un pouvoir beaucoup trop important sur Bitcoin et sur le marché. Maintenant, c'est plus vraiment le cas et Coinbase reprend un peu des parts de marché. Coinbase étant celui qui gérera la custody des ETF. Donc, il y a un peu tous ces éléments-là qui poussent à croire quand même que il y a tout qui a été mis en œuvre pour que ça se passe correctement. C'est la raison pour laquelle je me disais, bien sûr que les États-Unis ont une idée derrière la tête, forcément. Et l'autre élément que je voulais mentionner, c'est aussi il y a une question de minage dans tout ça. On n'a pas parlé du minage, des entreprises de minage aux États-Unis. Et je pense qu'il y aura certainement aussi de plus en plus avec le côté on a des objectifs environnementaux à respecter en Europe comme aux États-Unis avec les ESG, donc c'est vecteur d'investissement dans les énergies renouvelables, dans tout ce qui est
tout ce qui facilite la transition énergétique, transition environnementale. Et je pense que les États-Unis joueront la carte du minage vert pour l'avenir aussi. Et j'ai presque plus de crainte sur cet aspect-là, parce que si tu contrôles les mineurs ou les entreprises de minage, tu contrôles encore plus le Bitcoin. Donc voilà, c'était un petit peu tous ces sujets-là. Je ne sais pas si tu as un avis aussi sur le minage, toi, de ton côté. Oui, alors juste un tout petit retour sur ce que tu as mentionné par rapport à Coinbase. Bon, effectivement, Coinbase est listé en bourse et c'est la SEC qui a accepté son listing. Je nuancerai un tout petit peu l'aspect dérouler le tapis rouge. Il ne faut pas oublier que la SEC avait embêté Coinbase sur le fait qu'il proposait des securities, on le sait, hein, des securities, et du coup qui n'avaient pas on va dire la réglementation, le droit de pouvoir le faire, en particulier parce que, on le sait, beaucoup de cryptos sont considérés comme des securities. Donc il y a eu un changement de ton aussi. Ça, on parle de septembre, octobre, et là sur la fin de l'année, avec l'accélération sur le spot, sur le TF spot Bitcoin, et le fait que Coinbase apparaît comme custody, on a plus vraiment entendu parler de ces aspects. Le rouge, c'était surtout plutôt les États-Unis de manière générale. La SEC s'est attaquée en effet, et c'était plutôt d'ailleurs en avril-mai, s'est attaquée à Coinbase et à Binance pour ce sujet des securities. La SEC est toujours en procès contre Binance également pour d'autres sujets, mais là on parle vraiment des États-Unis qui ont donné cette amende. C'est au-delà de la SEC même. Quand je parlais du tapis rouge, évidemment c'est une expression un peu forte, bien sûr, mais je suis d'accord avec toi quand même. Mais justement, je pense que tu as raison, Lilian, c'est-à-dire que pour que ce soit pas non plus trop un tapis rouge sans aucune marque, etc., il y a aussi cet aspect, mais attention, vous n'avez pas bien fait les choses sur la partie security. Donc c'était histoire de pas non plus être trop taxé de favoritisme. Donc je pense qu'il y avait de ça aussi. Maintenant, sur ton point concernant le mining vert, alors je dirais que c'est une tendance globale du marché. Le mining vert. Moi, je vois surtout ce changement un peu de paradigme avec un tweet d'Elon Musk, je crois que c'était à l'été 2022, où il disait, voilà, Bitcoin, enfin, les mois qui avaient précédé, c'est oui, Bitcoin, c'est fantastique. Et puis, à un moment donné, il a fait un tweet en disant, oui, mais bon, c'est trop énergivore. Voilà. Et du coup, même si tout le monde en avait conscience, il y a une sorte de prise de conscience générale à la fois des particuliers ou des investisseurs Bitcoin, mais aussi des mineurs, qui ont accéléré leur transition vers de l'énergie verte. C'était déjà dans ce mood-là. Et ce qui est très intéressant, nous, c'est un sujet qu'on regarde de près, alors pas chez Millennium Capital, mais sur l'autre entité, Millennium Digital, c'est qu'aujourd'hui, on peut même intégrer le minage de Bitcoin sur un pur cercle vertueux en termes d'énergie. Comme on le sait, développer des structures d'énergie renouvelable, c'est quelque chose de très coûteux et en général de peu rentable. C'est la raison pour laquelle c'est très difficile de trouver des structures d'énergie renouvelable. Je parle du solaire, même de l'hydro, enfin, globalement quelque chose de très compliqué. Le minage de Bitcoin, les mineurs de Bitcoin sont des acheteurs en dernier ressort de cette énergie et surtout peuvent permettre de rentabiliser ces infrastructures. Donc on peut voir que les sociétés de minage, les mineurs, peuvent être intégrés complètement à la chaîne de construction de l'énergie renouvelable. Donc cette parenthèse faite, oui, les États-Unis peuvent décider, dans certains États, d'interdire le minage ou de l'accepter. Oui, ils ont toujours la main pour le faire. Après, ce qu'on a pu voir, alors ça a été le cas en Chine, puisqu'il y a eu un ban, enfin une interdiction, et du coup les gens se sont délocalisés, mais mine de rien, s'ils l'interdisent complètement, ils peuvent casser typiquement le développement d'infrastructures d'énergie renouvelable, puisque de plus en plus d'infrastructures se construisent autour du minage de Bitcoin. Donc, il ne faudrait pas non plus que cette interdiction empêche... La question, c'était même pas de l'interdiction, c'était plus de sous couvert de volonté d'avancer dans cette direction de la transition écologique, de promouvoir le développement de l'industrie du minage vert aux États-Unis, et donc de petit à petit reprendre une forte part de marché des mineurs. Et si on a une forte part de marché des mineurs, on a un pouvoir plus important sur Bitcoin. Après, c'est une question encore plus vaste. Oui, après, il faut savoir que les Bitcoin minés, après, appartiennent aux mineurs qui ont fait ce qu'ils veulent, d'une certaine façon. Il n'est pas obligé de le laisser aux États-Unis. Donc, voilà. Oui, il y a la possibilité, en tout cas, d'avoir la main sur
l'interdiction ou non d'exploiter le minage. Voilà. Et aux États-Unis, c'est quelque chose de plus en plus développé. On a des très gros, alors c'est au Canada aussi que c'est le cas, mais on a on va dire des très grosses fermes de minage aux États-Unis. Donc c'est un point effectivement sur lequel les États-Unis peuvent avoir la main pour une interdiction ou pour accélérer vers la transition énergétique. Ouais. Et pour sortir rapidement du sujet, ceux qui nous écoutent, c'est extrêmement intéressant de voir comment les mineurs de Bitcoin peuvent avoir un impact sur le développement des énergies renouvelables, puisque comme tu le disais, donc c'est compliqué d'être rentable sur les premières années. L'avantage d'un mineur, c'est que c'est ultra mobile. T'installes un conteneur, tu te plugues directement à la sortie et tu permets en fait de toucher évidemment de l'énergie peu chère et tout le monde est content. Alors évidemment, les mineurs, on se dit pourquoi est-ce que plus de 50% des mineurs sont verts ? C'est pas parce qu'ils ont des ambitions environnementales particulières, hein, c'est aussi beaucoup parce que l'énergie, comme on le disait, est peu chère. Mais j'invite ceux qui nous écoutent à se renseigner là-dessus, puisque c'est un sujet très intéressant. Et alors, je sors mon téléphone, puisque j'avais réservé un tweet pour la dernière question que je voulais te poser. C'est un tweet de Asher, qui date du 6 janvier. Il disait « C'est intéressant de voir que les market makers empruntent des bitcoins dans le but de subvenir à la demande des ETF ou de l'anticiper. » Donc il disait ce que je trouve intéressant, c'est que ça concerne visiblement tous les market makers et qui vont jusqu'à en prêter à des particuliers et à des gros détenteurs avec des rendements de 3,5 à 5,5%. Est-ce que vous l'avez constaté, est-ce que tu l'as observé cette tendance-là de ces des market makers qui se retrouvent aujourd'hui à vouloir déjà préparer l'arrivée des ETF et d'accumuler un maximum de Bitcoin justement? Ouais, c'est un sujet, je l'ai vu ce tweet. Pour moi, le sujet est un peu à prendre avec des pincettes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un market maker, il fait quoi ? Il fait l'animation de l'ETF. Okay, et il répond aux besoins. Il doit se mettre en face. Donc, l'anticipation, c'est compliqué, parce qu'il faut de la trésor, il faut en accumuler, ça veut dire qu'on prend des positions, on peut perdre aussi en valeur. Donc, je serais plutôt, je serais beaucoup plus, moins boule, en fait, moins positif sur le sujet. Les market makers sont prêts, mais s'il y a un flux colossal acheteur, ils vont acheter du Bitcoin derrière. Alors, pas prévoir. Voilà. Alors, à la rigueur, ça pourrait être intéressant pour eux d'en avoir acheté maintenant, pensant que ils vont devoir répondre à une demande et du coup ils l'auront touché moins cher. Donc il y a une logique d'arbitrage en disant on me demande à en acheter là, mais j'en avais déjà mis en réserve. Bon, après il faut de la trésorerie, il faut pouvoir en emprunter. Il peut y avoir ce sujet-là en anticipant une très forte demande. Tu penses même que des BlackRock auraient pu déjà avoir sur les derniers mois accumulé un peu de Bitcoin justement en se disant le prix est faible, notre impact va quand même être assez fort sur le cours, donc il devrait augmenter dans les prochains mois. Autant en prendre un petit peu maintenant pour éventuellement anticiper une grosse arrivée dès le départ, mais aussi dans cette ambition-là. Tu penses que BlackRock a eu cette stratégie-là ? Vraisemblablement. Alors, s'ils le font, c'est nécessairement via leur trésorerie propre. Alors, il y a un point qui est intéressant que j'ai vu là tout récemment. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais on avait vu une ligne, un tweet disant BlackRock a mis 10 millions d'euros sur cet ETF. Et tout le monde a dit c'est une goutte d'eau, c'est quoi l'intérêt ? Et en fait, en creusant, on se rend compte que c'est une histoire de statistiques. Si c'était un pur seeding, en fait, pour les statistiques, si jamais ils veulent mettre 1 ou 2 milliards en seeding, c'est moins bien, moins joli que de mettre 10 millions le premier jour et de faire en sorte d'avoir du flux de 2 milliards ou de 3 milliards le premier jour. Et là, c'est exactement ce qui est sorti. Apparemment, BlackRock préparait 2 milliards de seed, mais mettre d'abord 10 millions en seeding et 2 milliards en vrai flux pour améliorer les statistiques. Donc ça, c'est intéressant aussi en termes d'anticipation. Maintenant, sur le cours, le changement de ton du CEO de BlackRock, qui est à la fois marketing, parce qu'il va lancer son ETF, peut être aussi une façon de justifier le fait en trésorerie d'en avoir mis un petit peu. Donc, voilà. Ils en ont mis d'une certaine manière, il faut le dire, MicroStrategy. Ils ont acheté des parts de MicroStrategy qui globalement détient 190 000 bitcoins, je crois, à l'heure actuelle. Donc concrètement,
détenir des parts de MicroStrategy, c'est détenir un petit morceau du portefeuille Bitcoin de C'est vrai, l'entreprise. c'est vrai. C'est un excellent proxy et je me permets aussi une autre parenthèse, c'est que MicroStrategy est un très gros poids de notre ETF. Bien sûr. Voilà, donc la boucle est bouclée, mais oui, et ça répond aussi à un autre point, Lilian, où tu disais que BlackRock a un poids énorme. BlackRock a un pourcentage extrêmement important d'énormément de sociétés dans le monde. Est-ce que c'est pour ça qu'ils tirent les ficelles? Alors oui, ils sont très proches des gouvernements politiques, mais ils n'ont pas un contrôle non plus, parce que au final, c'est on va dire le détenteur de la part de l'ETF qui est actionnaire de la société. Mais c'est intéressant de se dire que c'est au second ordre, en fait. Mais oui, ça montre aussi un poids extrêmement important. Si BlackRock décide du jour au lendemain de faire la promotion forte et assumée de Bitcoin aux États-Unis, bon, même si, comme tu dis, derrière le vrai décisionnaire, c'est celui qui a sa part dans l'ETF, bon, BlackRock manipulera quand même fortement le marché, enfin manipuler pas au sens négatif du terme, mais en tout cas ils font quand même la pluie et le beau temps, et oui, on ne peut pas négliger leur impact sur les décisions d'investissement. Oui, tout à fait. Comme je le dis souvent, on a une institutionnalisation, clairement, puisque c'est un institutionnel qui lance son ETF. On a une démocratisation, puisque finalement tout particulier pourra l'acheter, et je pense que ça va aider aussi à l'adoption. Finalement, alors tout le monde ne le fait pas, mais globalement, lorsqu'on investit dans quelque chose, on s'y intéresse. Donc, il n'est pas du tout impossible qu'on ait aussi des gens qui s'intéressent maintenant de plus près. Donc, c'est positif aussi sur une adoption, en tout cas la volonté de comprendre, en se disant, bon, dans un premier temps, j'investis un petit pourcentage, déjà dans une logique de diversification, et puis je vais m'y intéresser de près, je vais creuser. Donc c'est ça qui est intéressant aussi et qui est positif. Les détracteurs pourront dire mais Bitcoin c'est la décentralisation, là on est, et pour lutter contre on va dire le système financier en 2008, et là finalement on y revient complètement en boomerang avec cet ETF. Alors oui, mais est-ce que c'était un chemin qui était nécessaire? Je pense. Et est-ce que finalement on pourra en tirer quelque chose de positif avec des gens qui vont s'intéresser de plus en plus au sujet? Moi, je suis totalement d'accord avec toi sur l'aspect de se dire il y aura forcément une partie des investisseurs américains qui découvriront Bitcoin ou qui commenceront à investir dans le Bitcoin par le biais de ces ETF, et au bout d'un moment, avec le sujet des frais, avec peut-être leur appétence sur tous ces sujets autour de Bitcoin, se renseigneront et se diront tiens, ça peut être aussi intéressant d'aller moi-même en détenir de mon côté. Et peut-être un dernier point qu'on peut aborder, c'est, alors j'allais ressortir un tweet, mais je ne sais pas si je l'ai gardé de côté. C'est un tweet de Arthur Hayes qui expliquait que grossièrement, si tous les bitcoins venaient à être immobilisés dans un ETF comme celui-là, par exemple, eh bien, ça pourrait signer la fin de Bitcoin, tout simplement, pour la simple et bonne raison que les mineurs, là on approche du halving, vont avoir de moins en moins de récompenses naturelles par le biais du réseau, donc on va encore être divisé par 2 en avril 2024. Et l'une des solutions pour que les mineurs continuent à être rentables, c'est les frais de transaction sur Bitcoin. Et si ces Bitcoins ne bougent plus, s'il n'y a plus aucune transaction sur Bitcoin parce qu'on les utilise uniquement comme or numérique, entre guillemets, ça pourrait être la fin de Bitcoin. Donc je ne sais pas ce que tu en penses sur ce sujet-là. C'est une excellente question. C'est vrai qu'on est à l'encontre de la logique pure de Bitcoin qui a été créé pour casser le système financier, et on y revient. Je pense que la vraie question, c'est est-ce que c'est pas une étape nécessaire justement pour l'adoption. Finalement, pour que tout le monde s'y intéresse, il faut qu'il en ait un petit peu. C'est compliqué pour une personne lambda, et en particulier pour ceux qui détiennent la plupart du patrimoine, en particulier aux US, qui sont des plus de 60 ans, de s'y intéresser. Là, on va les forcer à s'y intéresser et à suivre l'actualité, à se demander pourquoi ça bouge, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et finalement, cette éducation va être normalement positive, puisque toute personne pragmatique et rationnelle qui étudie la chose se dit normalement que c'est quelque chose d'intéressant, et peut après derrière
pourquoi pas l'adopter. Donc, on mise mise là-dessus. fortement Alors voilà, c'est peut-être la vision optimiste, hein. Effectivement, la vision pessimiste, c'est que ça ne bouge plus et si ce n'est plus dynamique, est-ce qu'on peut espérer aussi une hausse du cours? Parce qu'on a besoin aussi d'une utilisation, on a besoin aussi d'une adoption. Tout à fait. Il y a deux types d'adoption. Il y a une adoption intellectuelle et il y a une adoption technique et dans la vie de tous les jours. Voilà, je dirais que là, ça aide pour l'adoption intellectuelle. Et l'adoption technique et de tous les jours, je pense qu'elle mettra un petit peu de temps à arriver, mais peut-être que c'est une étape nécessaire. Je reprends souvent l'exemple de Michel Kazaka qu'on avait déjà reçu en podcast sur Cryptost, qui disait oui, Bitcoin peut aller à zéro, mais c'est comme un vélo. Un vélo, évidemment, il peut tomber par terre, mais tant qu'on roule, il tombe pas par terre. Donc Bitcoin, c'est tant qu'il roule, tant qu'il avance et qu'il fonctionne, il tombera pas à zéro. Et en gros, le vélo pour Bitcoin, si on veut dire ça comme ça, c'est un peu l'adoption en tant que monnaie parce que ces échanges vont générer des frais, vont faire tourner les mineurs. S'il n'y a plus d'échanges, les mineurs sont moins récompensés, les mineurs s'en vont. Alors il y aura toujours des mineurs, ça c'est un fait. Néanmoins, le réseau sera moins décentralisé, moins sécurisé, etc. Donc c'est un peu là est toute la question. Bon, ce serait trop compliqué de se pencher dessus là maintenant, mais c'est intéressant, je suis assez d'accord avec toi. Pour l'instant, le petit espoir qu'on peut garder sur ce sujet-là, c'est de se dire que tous les Américains épargnants ne vont pas nécessairement garder leur Bitcoin via cet ETF-là. Ils vont au bout d'un moment peut-être se questionner, se dire tiens, ça peut être intéressant d'avoir sa propre adresse, je sais pas, de se renseigner un peu plus. Et on va miser là-dessus. Oui, parce que Bitcoin répond aussi à énormément de problématiques qui ne sont pas uniquement financières. On pense à l'envoi d'argent facile, le paiement avec des frais extrêmement réduits. On sait qu'aux États-Unis, il y a une population qui envoie aussi de l'argent à l'étranger. Donc, ça va éveiller aussi peut-être des gens qui ont creusé un peu ce sujet. Enfin, ça répond aussi à des problématiques tellement différentes que voilà, je pense qu'il vaut mieux être confiant et le fait que Bitcoin soit toujours là 15 ans après sa création et qu'il n'y ait pas eu de fausses notes, rend, je pense, optimiste pour la suite. Bon, on est toujours obligé quand même, évidemment, de se questionner sur Complètement. c'est normal. Même Tout à fait. Mais en tout cas, merci à toi, Cyril, pour toutes ces explications. Je pense qu'on a réussi à bien cerner les raisons pour lesquelles on a été aussi optimiste en 2023 et on continue de l'être, bien sûr, sur cette ETF Bitcoin Spot. Et on a pu aussi aborder des aspects des risques ou des questions, je pense, que peuvent avoir plein de personnes qui nous écoutent, à mon avis. Et voilà, je te remercie vraiment pour toutes tes explications. Et puis on pourra, de toute manière, maintenant, voilà, tu es notre référent ETF, donc on pourra se retrouver peut-être dans 6 mois ou dans 9 mois pour faire un petit bilan. Et puis voilà, écoute, je vous souhaite pour Mélanio et pour toi une excellente année 2024, parce que j'ai pas eu l'occasion d'ailleurs de te le souhaiter après une heure ensemble. Bonne année, je te l'avais même pas dit, je crois. Donc voilà, bonne année 2024 pour vous. Merci Lilian, ravi de cet échange et puis une excellente année à toi et à Cryptost. Voilà, avec, on l'espère, un joli millésime 2024. On l'espère aussi. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir.